Bonjour à tous, vous écoutez Horizon Stratégique, c'est Simon Page de Varenne, en remplacement du passionné moustachu Frédéric Aubé. Cette semaine, on parle des relations israélo-américaines et nécessairement on touchera un peu sur la récente élection de Benjamin Netanyahu. Réélection, mes excuses. Bonjour à tous, il est 11h03, n'est-ce pas Rose-Hélène, qui est arrivée tout à fait à l'heure ce matin. Je suis en compagnie de Benjamin. Benjamin, écoute, t'as un super CV, mais je vais te laisser te représenter rapidement. Donne-nous 30 secondes dans un topo, man. Alors, même moi, je suis... peut-être 4 secondes. Elevator pitch. Je suis candidat en sciences politiques à l'Université Laval, en doctorat de sciences politiques, et j'ai spécialisé mes recherches sur le Moyen-Orient, et particulièrement sur le cas kurde en Irak du Nord. Voilà. En fait, moi, j'avais rencontré Benjamin il y a quelques mois, et en fait, on était candidats... Tranche de vie. Et on était candidats à la même maîtrise, mais c'est voyons, c'est moi qui est un imbécile ou c'est lui qui est trop qualifié. J'ai réalisé que c'était un petit peu des deux. Donc voilà, tu sais, c'est beau. Voilà, yes. Et également, Rose-Hélène Beauséjour. Bon matin. Bon matin. Rose-Hélène, qui es-tu? Donc, vous voulez que je me présente? Je lis zéro à suivre. Je fais une maîtrise actuellement en études internationales à l'Université de Montréal, spécialisée en conflits et paix. Et donc, mon sujet de mémoire porte justement sur les politiques de Benjamin Netanyahu, l'actuel premier ministre de l'État d'Israël. Ça aurait-tu scrappé ta maîtrise s'il n'avait pas été élu? Non, mais j'ai davantage de... Ça aurait été l'histoire. À la limite, j'étais un peu contente juste parce que je me dis que t'as encore de la matière, ouais, c'est ça. Au moins les 2 prochains mois, qui c'est 2-3 prochains mois, où est-ce que je vais pouvoir encore avoir de la matière à travailler. Donc, il me donne de la job. Je pense qu'il donne la job à beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Parfait. Ben écoutez, on va y aller large, rapidement. Souvent, on dit qu'Israël et les États-Unis ont une relation spéciale, une relation privilégiée. Comment est-ce que vous décririez le soutien américain à Israël? Donc, comment est-ce que ça s'incarne, ce soutien-là? Tu veux commencer? Vas-y. On peut y aller. Oui, globalement. Allez-y en même temps. Alors, on préfère un jam. Ouais. Je suis pas prêt. Allons-y. En fait, c'est un soutien qui perdure depuis avant même la création de l'État d'Israël. Donc, c'est un soutien qui est autant au travers d'accords militaires qu'un cautionnement quasi total des décisions israéliennes de la part des administrations américaines et aussi d'importants échanges économiques. En fait, on parle, pour des échanges économiques, on parle d'un deal de 38 milliards de dollars, en fait, qui a été conclu. Ça, c'était Barack Obama, je pense. Exactement. Voilà. On appelle ça, c'est le MOU. En fait, c'est le Memorandum de compréhension. Oh, le MOU. Et donc, l'apport économique américain à Israël se situe aux alentours de 3,8 milliards de dollars par année. Et donc, on a eu une augmentation aussi sous Barack Obama, je crois, de 200 millions de dollars américains. Moi, je laisserai le luxe des chiffres à Rose-Hélène. Je n'ai pas là aujourd'hui cette prétention. Rapidement, moi, je qualifierais la relation entre les États-Unis et Israël de « je t'aime moi non plus ». On a eu... c'est beau. Je vais préparer celle-là. En fait, les relations israélo-américaines ont été jalonnées de haut et bas et de plusieurs bas plus qu'on ne le pense. Et c'est vrai que durant l'époque du mandat de Barack Obama, c'était pas évident, la relation avec Israël, même si dans les faits, le financement, l'aide financière existait toujours. La structure demeure, mais je pense que c'était vraiment comme côté personnalité, ça clashait beaucoup entre Obama et absolument. Et dans les grands salons, c'était pas si évident de ça. Maintenant, on a eu, avec la crise économique, on a eu évidemment une baisse de la présence. Alors, il y a eu 2 choses sur le plan économique, c'est la crise de 2008 et le retrait, la volonté de retrait du théâtre moyen-oriental des troupes américaines. Ces 2 facteurs en fait ont fait qu'il y a eu un petit retrait pendant un long moment, en tout cas le temps des 2 mandats de Barack Obama, un petit retrait des États-Unis sur la scène proche-orientale. Maintenant, c'est vrai que on a toujours eu un continuum entre les instances américaines
et le gouvernement israélien. Ce qui est une vérité aujourd'hui, c'est que depuis 2010, on est témoin d'une autarcie israélienne, c'est-à-dire que Israël peut, sur le plan de la défense et sur le plan économique, peut être autonome. Exactement. Moins avec l'aide des États-Unis qu'avant. C'est vrai qu'avant, finalement, les États-Unis, on se souvient que avant les années 90, la France était très proche du gouvernement israélien. Malgré quelques froideurs, on pense à l'embargo des armes contre Israël de la part de la France. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Israël pourrait se passer du soutien américain, pas du soutien diplomatique, mais du soutien logistique. Et ça c'est une vérité qui aujourd'hui est un petit peu un paradoxe avec la présence soutenue et accrue du gouvernement Trump avec son ami Benjamin Netanyahu. Puis rapidement, j'aimerais juste revenir un peu plus loin dans l'histoire. Est-ce qu'un moment, selon vous, vraiment l'espèce de relation s'est cristallisée où on s'est dit, OK, vraiment, à ce moment-ci, à partir de cette guerre ou ce conflit-là, peu importe, la relation entre les États-Unis et Israël va toujours demeurer, il va toujours... Ouais. Ben, ça a été, en fait, je crois que c'était... la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, oui, parce qu'en même temps, Israël a pu montrer... 1967, pour ceux qui nous écoutent. 1967, exactement. Qui était capable, en fait, de se défendre correctement et de façon très, très impressionnante aussi, hein, parce qu'ils se sont fait attaquer vivement, puis ils ont su répondre. Et en 6 jours, en fait, c'est comme une grande fierté, cette guerre-là, en fait, en Israël. Ça a été une espèce de... je pense, entre 67 et 73, ça a quand même été une espèce de moment d'euphorie. J'écoutais un petit peu un documentaire là-dessus, puis ça semblait être un moment où les Israéliens étaient très fiers d'être Israéliens, puis ils voyaient comme ça comme une grande victoire, finalement. Mais dès la création d'Israël, en fait, en mai 48, les États-Unis, dès le premier jour, ont reconnu justement l'État d'Israël. Okay. Donc, je pense que vraiment, par rapport au cautionnement, et ça, même si le président de l'époque, le président américain, n'était pas nécessairement, en fait, était dans ses journaux assez critiques par rapport à Israël, mais l'administration a quand même appuyé donc la création de cet État hébreu-là au Moyen-Orient. Il y a eu un événement durant la guerre des 6 jours qui a, là pour le coup, les respirations se sont arrêtées parce qu'il y a eu un incident entre les forces navales américaines et israéliennes. Il y a eu alors malheureusement je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne me souviens plus de nom, mais il y a une frégate américaine qui a été ciblée par les Israéliens parce que cette frégate américaine participait en fait à une protection. C'est le USS Liberty. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Qui a été. Ah, sinon c'est dans ma mémoire là. Les bruits de touche n'ont aucun rapport. Là. J'envoyais des Snapchats à mes amis. Absolument. Et cet épisode a failli marquer la fin du soutien américain à Israël. Parce que je lis ici en fait qu'il y a 34. Tu me disais, est-ce que c'est une frappe aérienne? Non, alors je vraiment. En fait, je lis devant moi, mais là c'était en anglais. En fait, c'est ça. Donc il y avait. C'est ça, voilà. Donc c'était la force aérienne israélienne qui aurait frappé un bateau, en fait, qui aurait endommagé le USS Liberty. Il y a quand même une trentaine de morts. Absolument. Avec l'aval en fait du ministère de la Défense israélien, qui a en fait prévenu au dernier moment l'état-major américain de cette action. Et alors il y a beaucoup de théories qui apparaissent autour de cet épisode, principalement que cette frégate en fait participait à la protection des intérêts égyptiens le long du littoral égyptien. Okay. Parce que les États-Unis n'étaient pas évidemment que alliés d'Israël à ce moment-là. Voilà. C'était vraiment, c'était ambivalent. La guerre des 6 jours, c'est l'objectif en fait, c'était l'objectif de Nasser à l'époque, c'était la protection, la récupération et la nationalisation du canal de Suez. Ouais. Ça ne favorisait pas les intérêts américains, de manière générale les Occidentaux, et évidemment ça ne favorisait pas Israël. Pour autant, dans un objectif d'apaisement, ou en tout cas de protection de certains intérêts communs américano-égyptiens, cette frégate a été visée. Et là, ça a marqué en fait un tournant dans les relations Israël et États-Unis, parce que Israël a voulu montrer à ce moment-là que malgré les bonnes paroles de diplomates, des grands salons, etc., les intérêts israéliens étaient supérieurs à l'intérêt des relations américano-israéliennes à ce moment-là. Et cet épisode-là, en fait, a marqué un retrait
un certain recul des Américains face à Israël, qu'ils considéraient jusque-là comme finalement un allié, qui presque un territoire américain, grâce au soutien des États-Unis. Dans l'imaginaire collectif, Israël était finalement un ersatz de la présence américaine dans la région. Là, ça a marqué un retrait, et se dire, ah ok, là on a un véritable acteur dans la région qui se veut indépendant, autonome et principalement sur la défense. Puis est-ce que, en fait, en termes c'est très pratique aussi pour les États-Unis, je pense, d'avoir cet allié-là, parce que justement, après la guerre de 6 jours, Israël a tellement montré qu'il était capable de se défendre. Et aussi... le fait est que Tzahal, l'armée de défense israélienne, c'est une armée aussi qui... c'est une armée qui comprend autant des soldats que je pense, 4 fois plus de réservistes. Pourrais-tu nous parler un peu, en fait, du service militaire en Israël? Parce que ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, puis si vous êtes déjà allé, écoutez, en Thaïlande ou peu importe, souvent, vous allez croiser des Israéliens qui ont 21, 22, 23 ans. Non, mais c'est bête, mais tu sais, qui ont cet âge-là. Nous, par exemple, on peut être à l'université, on fait nos affaires, alors qu'eux sortent des fois 2-3 ans, des fois plus, d'un service militaire. Donc c'est quand même, ça fait partie de la culture israélienne de devoir aller, les hommes comme les femmes, de devoir faire un service militaire. Ça ressemble à quoi pour les Israéliens? Que c'est un pays, justement, qui est en perpétuel conflit depuis pratiquement avant même sa création. Justement, Israël remédie à ça en faisant... c'est une espèce de rite de passage, en quelque sorte, aussi, où est-ce qu'on va montrer qui sont nos ennemis, comment se défendre, etc. Et donc, pour les hommes, je crois que c'est 3 ans. Je pense que c'est 3 ans. 3 ans. Et pour les femmes, 18 mois ou 2 ans. Voilà, 2 ans, sauf cas particulier. Puis est-ce qu'ils ont des rôles analogues? Parce que j'imagine les hommes vont davantage aller vers le front? Vers le front, puis... non, c'est ça. En fait, les rapports, ils sont assez égalitaires. Wow, Israël, il n'y a pas vraiment... C'est très homogène dans d'accord. Très. Mais écoute, il y aura ça de progressiste dans... On a des unités d'élite, dont l'unité Caracal qui opère dans le sud Negev, qui est mix. Et là, on a des hommes et des femmes sur le front. Donc, c'est de manière générale, même à la création de la Haganah, donc l'embryon de ce qui est Tzahal aujourd'hui, le modèle se voulait être socialiste, mix et égalitaire. Comme la société israélienne. Vraiment, les idéaux sionistes de l'époque, c'était vraiment ça. Des idéaux socialistes, égalitaires, donc la parité, homme-femme. Et donc, mais il faut dire quand même que ce n'est pas l'entièreté de la population. Donc, il y a quand même certains pans de la société qui sont capables de ne pas nécessairement faire le service militaire. Je pense qu'il y a des exceptions religieuses, entre autres. Les juifs orthodoxes, il va y avoir les druzes. Les Arabes ne sont pas obligés, mais on voit intéressamment quand même une recrudescence des Ça, c'est vraiment intéressant comme phénomène. Qui représente à peu près 20% de la population qui s'engage de plus en plus dans Tzahal du fait qu'ils se reconnaissent dans cette nation-là israélienne qui comprend aussi des Arabes. Donc, 20%. C'est un 20%, exactement. C'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, Puis souvent, on va dire, comment est-ce qu'ils peuvent se battre? Comment réconcilier ça et le fait palestinien, disons? Exactement, parce que s'ils sont d'origine palestinienne, après ça, Tzahal, évidemment, combat, entre autres, des Arabes et des Palestiniens. Donc, il y a comme ce combat identitaire-là, mais il y a quand même une partie, en fait, des Arabes israéliens qui se considèrent israéliens avant tout. Pour faire le lien avec la relation avec les États-Unis, il y a quand même le modèle en fait militaire américain n'a rien à voir avec le modèle militaire israélien. Le modèle militaire israélien, c'est la vie de tous les jours. C'est comme disait Roselen, c'est la bitachon. Voilà, c'est la bitachon leumi, sans ça, c'est la sécurité nationale. Sans ça, il n'y a pas d'Israël. Donc à partir de là, c'est prépondérant et omniprésent. L'armée, l'univers de l'armée militaire est omniprésent dans la société civile israélienne. C'est-à-dire qu'on peut aller faire les courses et voir une soldate ou un soldat qui est en permission. Ça, c'est franchement intéressant parce que d'ailleurs, j'en discutais avec un collègue hier. Puis effectivement, je pense que les gens qui font leur service militaire doivent être en tout temps, en tout cas, être identifiés du fait qu'ils sont dans l'armée. Donc pendant leur service militaire, pendant 2-3 ans. Avec des codes principaux, c'est-à-dire ne pas quitter son arme, la pureté des armes, etc. Ce que je veux dire, donc tu côtoies au quotidien vraiment l'armée partout. Ça veut dire que l'armée n'est pas... Il n'y a pas de sentiment oppressant de l'armée dans les principales agglomérations israéliennes. Je ne parle pas de Jérusalem, qui est un cas particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation
formation, les Américains ne connaissent pas ça, et la plupart du temps, quand il y a des joint training entre l'armée américaine et et Tsahal, on a deux mentalités qui se côtoient. Okay. C'est-à-dire, on va avoir des commandeurs américains qui représentent le modèle américain de l'homme viril, etc. Et à côté, la mère juive qui est aussi commandante en chef de telle ou telle unité. Ce que je veux dire, c'est que à partir de on a sur certains objectifs et certains agendas politiques et militaires israéliens et américains des divergences totales. C'est-à-dire que le soldat israélien n'est pas forcément envoyé sur des théâtres d'opération dit du syndrome de Falloujah. Le syndrome de Falloujah, c'est rapidement en 2004 des militaires américains. Des djihadistes qui sont envoyés à Falloujah en 2004 sans connaissance du terrain. En Irak. Falloujah en Irak, voilà. En Irak, pardon. Qui sont sans connaissance du terrain et finalement, deal with that. Ça a été, en termes, je pense que ce qu'on disait de Falloujah, c'est depuis, il y a un incident spécifique au Vietnam, c'était le plus lourd combat urbain qu'il y avait eu littéralement depuis 30 à 40 ans avec les Américains, c'est-à-dire qui faisait partie du... Avec ce qu'ils appellent la House of Hell, c'est une maison qu'ils ont dû défendre pendant 48 heures sans munitions, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas ce genre d'opération avec Tsahal. Parce que Tsahal a beaucoup à répondre à la population. Et sans le soutien de la population, il n'y a plus d'armée israélienne. Donc il y a une différence de relation entre le fait militaire entre la société civile israélienne et l'armée israélienne, et la société civile américaine et l'armée américaine. Et donc là, on a deux méthodologies qui s'opposent. C'est intéressant. Parce qu'en fait, là, je me faisais la réflexion. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup de difficultés à recruter des gens. Là. Ben, en fait, de moins en moins. De moins en moins de gens se font ça. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est bête, mais ils vont aller dans les coins les plus pauvres. Et ils vont, en fait, à 18 ans, tu te fais offrir premièrement une arme, tu te fais offrir un salaire, tu te fais offrir, puis quand même, tu manges, que je sache, gratuitement, en tout cas. Donc c'est quand même un levier d'émancipation, alors que justement en Israël, c'est différent du fait que t'as pas vraiment le choix à part sauf exception. C'est un levier d'émancipation. Oui, je pense que... Du fait que à 17-18 ans, tu te ramasses avec autant de responsabilités, puis ça se fait ça, en fait. Je pense que c'est très bon pour l'ego, en quelque sorte. Puis j'ose imaginer aussi que quelqu'un qui ne ferait pas son service militaire, sauf bonne raison, doit clairement être mal perçu par sa communauté, là, j'ose imaginer. En tout cas, en Israël, c'est inscrit sur le CV. Et quand tu présentes un CV, tu présentes principalement les unités dans lesquelles tu as opéré d'accord. Ce qui doit être différent. Là, pour le coup, je ne suis pas spécialiste, ce qui doit être différent aux États-Unis. Bien que si tu as évolué dans les Navy Seals ou autre chose, ça doit apporter un plus. Mais en tout cas, dans le CV, en fait, c'est vraiment prégnant là-dessus. Encore une fois, dans la société, on ne peut pas dissocier la société civile israélienne avec l'armée. Ça ne veut pas dire que les civils sont des soldats. C'est-à-dire qu'il y a une expérience, comme Jérusalem, c'est une étape à franchir. Il y a d'autres pays qui le font, et encore une fois, par exemple, la Suisse a un service militaire obligatoire. Le fait est que la réalité géopolitique fait que c'est un petit peu plus utile peut-être en Israël, ou en tout cas plus prégnant dans les relations avec les États environnants d'Israël qu'avec la Suisse. Mais sur le CV, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut te donner accès à certains emplois. Beaucoup d'employeurs, en fait, vont exiger à ce que le candidat ait fait son service militaire. Et donc, ça fait que, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est pas toute la population donc qui va passer par le service militaire ou qui est obligé de le faire. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est que les Arabes, ils ont 3 ans ou 2 ans de plus pour aller étudier plus tôt. Concrètement, la réalité, c'est que quand ils terminent leurs études, quand ils arrivent pour se trouver de l'emploi, si on exige d'avoir fait le service militaire, ils ne se trouvent pas plus d'emploi. Donc, c'est une situation qui est très ambivalente. Ça va être extrêmement difficile à vivre, j'imagine, parce que, tu sais, effectivement, tu veux pas nécessairement, j'imagine, je dis, sentir comme un traître, c'est gros comme terme, mais tu sais, de dire, écoutez, moi, je suis d'origine palestinienne, je combats d'une façon ou d'une autre une certaine frange de la population palestinienne, puis, parallèlement, de dire, là, si je fais pas ce service militaire-là, je suis un peu pris entre deux chaises. Ça va être difficile. J'aimerais, on parlait au début de cautionnement politique. J'aimerais qu'on parle un peu de comment est-ce que l'appui
qu'on dit inconditionnel des États-Unis à Israël, comment est-ce qu'il s'incarne une fois dans les grands forums internationaux comme aux Nations Unies? Je pense qu'il y a quelque chose qui est évident, c'est que au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont un siège permanent. Bien sûr, les États-Unis ont utilisé plus d'une dizaine de fois leur veto pour immuniser Israël depuis les années 2000. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres. En veux-tu? En voilà plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, c'est juste, mais ça ne capture pas tout à fait. De 1972 à 2017, c'est 43 fois pour immuniser Israël. Voilà, ouais. Et donc, Barack Obama, quand même, de façon très, très intéressante, je pense un mois avant, un mois de son départ, était resté neutre. Il s'était abstenu. Je pense que c'était une dénonciation. Encore de la colonisation. La colonisation. Et habituellement, les États-Unis bloquaient systématiquement. Là, mais ce qui est hallucinant, c'est vraiment de dire. Puis Donald Trump venait d'être élu. Voilà. Mais ce qui était très drôle, c'était qu'il faisait ça et parallèlement donnait le 38 milliards sur 10 ans à Israël. Donc tu dis, écoutez là. Mais tu vois entre l'homme et la machine. Derrière, il y a toujours, Barack Obama détestait Benjamin Netanyahu. Tout à fait. Bill Clinton, c'était la même chose. Et donc malgré ça, on a quand même vu une augmentation vraiment des fonds offerts à Israël. Et concernant cette neutralité, c'était plus un symbole envoyé à la politique intérieure des États-Unis, c'est de vouloir se décrocher le maximum, s'éloigner au maximum de Donald Trump en disant de toute façon faire un coup d'éclat avant son départ. C'est ce qu'il a fait et ça a marché. Et je pense que c'était plus vis-à-vis de ça que de toute façon le fait est que Barack Obama a toujours eu un double discours entre la dénonciation de certains pans de l'annexion de certains territoires de Cisjordanie et le fait de dire de toute façon la sécurité, et c'est vrai, la sécurité d'Israël pour la politique israélienne est évidemment vitale pour les intérêts américains de toute façon. Maintenant on a plein d'acteurs et d'enjeux de poids qui représentent Israël aux États-Unis. On a l'AIPAC qui est le plus évident et qui réveille le plus de fantasmes. AIPAC, c'est le American Israeli Political Action Committee. Absolument. Qui est le plus grand lobby israélien. Tout à fait. D'ailleurs, que je sache, je pense le plus grand... en fait, je pense qu'avant, c'était la NRA. La NRA a des problèmes financiers épouvantables dans la dernière année, donc je pense que c'est potentiellement le plus riche et le plus influent des... c'est pas le plus influent. Le premier lobby le plus influent et le plus riche des États-Unis, c'est le lobby des retraités. Ensuite, on a... Des humidificateurs pour tous! Ils sont moins controversés, peut-être. Non, c'est ça. En effet. Accès au Paperman gratuit pour tous. Mais il y a le lobby des retraités. Ensuite, le lobby des retraités ou des vétérans. D'accord. Je crois que la NRA garde encore une certaine propension à ça, mais c'est vrai que l'AIPAC est très puissant dans certains choix de la politique étrangère américaine. Alors moi, je vais parler en tant qu'Européen. C'est vrai que d'un point de vue européen, on peut trouver ça choquant parce que le principe des lobbies n'existe pratiquement pas, ou en tout cas est moins visible. Il existe. Par exemple, on a les lobbies des grandes entreprises. On a Monsanto. Ça existe au sein du Parlement européen à Bruxelles, mais il est moins visible et moins évident. On peut avoir, par exemple, des publicités de l'AIPAC. Alors, ça n'a pas été son action la plus vénérable, mais sur Fox News, par exemple, on a souvent, on a une publicité de l'AIPAC, etc. Ce que je veux dire, c'est que la mentalité américaine est telle que pour un Européen qui n'a pas l'habitude de voir ça, c'est choquant et ça alimente les fantasmes de conspiration, de complot, etc. On pourra en parler. Alors que finalement, le financement de l'EHPAD, c'est un circuit fermé. C'est finalement toujours les mêmes familles, toujours les mêmes entreprises. Soit qui sont d'origine juive, soit qui ont un lien précis parce qu'elles ont des intérêts avec ou des succursales en Israël. Donc c'est un circuit fermé et finalement les pattes tournent là-dessus et tournent sur les grands éclats médiatiques. On va avoir la présence à chaque fois qu'il y a un dignitaire israélien qui vient, dignitaire ça fait très... en tout cas un homme politique ou une femme politique israélienne qui vient en Israël, il va parler à l'EHPAC. Voilà, c'est quelque chose qui a... C'est une tradition. En fait, c'est vraiment une tradition. En fait, jusqu'à cette année, puis là, on doit aller en pause. On revient dans 2 minutes, mais on continue à parler, d'AIPAC. C'est extrêmement intéressant. On revient dans 2 minutes. Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose? Non, toi? Pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives. OK, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives. Bon,
Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la foi au chalet. OK, d'abord, l'année passée à mon chalet... Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3. Le lundi soir, dès 18h30, c'est des Kiwis et des Nerds, l'émission de ceux qui n'ont pas de REER mais qui font assurer leur quantité. Au menu, pas de parlour royale, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. L'épée de Damoclès plane au-dessus de ma tête. Écoute locale avec Chiz 94.3. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour à Chiz 94.3. Vous écoutez toujours Horizon Stratégique. Nous parlions d'EPAC avant le... En fait, Benjamin disait l'EPAC, puis si on le dit comme ça au Québec, on va tout de suite penser aux petites annonces classées. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas de lobby de petites annonces classées. Pour moi. Québécoises aux États-Unis, c'est un gros lobby. Voilà. En fait, puis venons-en parce que c'est quand même excessivement intéressant. Il y a beaucoup de complotisme autour de l'idée d'un complot juif. Ça, c'est bon. C'est une idée qui est assez présente. Puis en fait, malheureusement, je pense qu'avec la propagation sur Internet de plus en plus présente dans les cercles nationalistes blancs, puis là, écoutez, je vous lance l'idée de la théorie, c'est débile, mais l'idée est que les grands intérêts juifs sont placés dans différentes institutions, différentes banques, et à travers ça, à travers leur levier politique, vont pousser pour une immigration de masse, des frontières littéralement ouvertes, et ainsi diluer la population blanche à travers de l'immigration qui serait de l'Afrique, du Maghreb et compagnie, et éventuellement, à la fin de tout ça, devenir les maîtres du monde. Mince, je savais pas. Non, mais écoutez, c'est assez flabbergastant. C'est gros, quand même. C'est wow. Ouais, c'est ça. C'est ça. Éventuellement, là, donne-nous 50 ans avant le monde, peut-être moins blanc. Donc voilà. Mais le fait est que AIPAC a une influence certaine sur la politique américaine. J'aimerais qu'on essaie de voir un peu c'est quoi les justifications, puis c'est quel démographique qui vient amener cet appui-là. Très rapidement, le racisme aux États-Unis et l'antisémitisme aux États-Unis tournent traditionnellement, on pourrait dire, autour d'un courant qui est le nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme blanc, le white nationalism. Voilà, les néo-nazis, etc. Ouais, voilà. Pour anecdote, on a eu les plus... En fait, on pensait cet antisémitisme-là et ce complotisme-là aux États-Unis disparu depuis un certain temps. On a eu deux attentats là récemment, soit un à Pittsburgh contre la synagogue de Pittsburgh, un autre en Californie, qui ont prouvé le contraire. Il y a quelques jours où il y a eu un mort, plusieurs blessés. C'est une question en fait qui taraude la plupart des analystes américains et israéliens. C'est est-ce que au-delà du soutien militaire et économique qu'accordent les États-Unis à Israël par le mouvement évangéliste sioniste, par le fait de dire en fait que la théorie du mouvement évangéliste sioniste, c'est financer un maximum Israël car le retour, selon leur théorie du peuple juif en Israël, annoncerait la revenue de Jésus, etc. Ouais. Puis ça semble... On en parle, moi je trouve ça hallucinant, mais c'est sincèrement ce que beaucoup d'Américains croient. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Bon, voilà. Mais les évangélistes, c'est quoi? C'est 40, 50, 60 millions de personnes. Je pense qu'ils appellent ça la Bible Belt. Finalement, absolument. C'est le centre, le centre un petit peu des États-Unis qui va vers le sud, très croyant, sud-est. Évangélistes. Absolument. Et on parlait de lobby, mais l'EPAC à côté du lobby chrétien aux États-Unis est
le lobby chrétien est un des plus forts, si ce n'est peut-être plus fort que l'EPAC à ce niveau-là, mais qui se relie sur la question. Mais bien sûr, voilà, absolument. Maintenant, dans le but du retour de Jésus et de la construction d'un temple. Mais la question, tu dis ça avec beaucoup de... mais la question, on va construire un temple. La question est de savoir est-ce que la population américaine est si sioniste que ça, c'est-à-dire soutient-elle le progrès. On a depuis maintenant avec les actions de Trump, avec la reconnaissance de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui là a marqué un point fondamental dans la diplomatie américaine. Ça a été fait d'ailleurs, ça a été fait il y a quelques mois. C'était en 2017. Pour le déménagement? Pour le déménagement de... Le déménagement, c'était en 2018. Voilà, ça a été accrédité. À l'automne 2017. Les gens disaient, ça va prendre plusieurs années, puis finalement, ça a été fait assez rapidement. Ça a été très rapide. Mais Ivanka est allée inaugurer ça. Mais l'ambassadeur, finalement, ne réside que quelques jours, en fait, dans l'ambassade, sinon il reste dans les bureaux de Tel Aviv. Donc, c'est très symbolique. Mais à Tel Aviv, c'est rendu un consulat maintenant. C'est un consulat, voilà. Ouais. Mais le fait est qu'on a ça. Ce complotisme-là, cet antisémitisme-là est malgré tout très prégnant aux États-Unis. On a beaucoup, et on a eu des personnalités proches des sphères du pouvoir qui étaient très proches aussi de ces mouvements-là. Je pense aussi à certains conseillers qui continuent à faire des conférences. Et on imagine Steve Bannon qui tenait un blog d'un torchon d'extrême droite, un brûlot d'extrême droite, complotiste, raciste, islamophobe, antisémite. À côté de Jared Kushner, à côté d'Ivanka Trump, à côté. Exactement. Et donc on a Jared Kushner, c'est important, qui est juif. Qui est juif, et Ivanka s'est converti, ouais, bien sûr. Et on a cette proximité totalement incompréhensible qui finalement résume bien le paradoxe américain par rapport à Israël et par rapport aux juifs. Parce que sous Trump, je pense que probablement l'exemple le plus frappant de tout ça, c'est les manifestations de Charlottesville où il y avait littéralement des gens avec des torches qui chantaient Jews will not replace us. Puis l'idée, je pense peut-être plus sur ce qu'on présente en Europe, mais peut-être que j'ai tort là-dessus, mais c'est l'idée du grand remplacement selon lequel il y aurait un génocide, entre guillemets, comme à la douce qui se fait de la population blanche par l'immigration de masse. Le discours continuel du KKK qui existe et qui se renforce aujourd'hui, on pensait qu'il allait disparaître, mais puis je pense qu'il se propage dans des sphères où il n'était pas... Bien sûr, et qui se propage surtout dans des sphères décisionnelles de pouvoir de certains membres du Congrès qui sont proches de ces gens-là, existe et se renforce aux États-Unis. C'est un discours anti-noir, c'est un discours anti-arabe, c'est un discours anti-musulman, un discours antisémite. Et ça résume bien vraiment le paradoxe de la diplomatie trumpienne à l'égard des Juifs et d'Israël. Quand il y a eu les attentats... Trump, c'est le meilleur ami de Netanyahou. Il se présente à ça, et on a eu récemment l'information. Maintenant, on avait parlé, il y a quelques émissions de la reconnaissance du Golan comme territoire israélien. On va avoir une municipalité maintenant que Benjamin Netanyahou désire nommer au nom du président Trump. Alors qu'on sait très bien que la famille Trump avait des proximités tellement évidentes avec des Je pense que Netanyahou était complotiste. Oui, exactement. Mais ça, en fait, ça, je vous lance là-dedans, puis ça, c'est un peu ce que j'ai en déroulant sur des fils de commentaires de vidéos et compagnie. C'est comme si, dans l'espèce de hiérarchie de je déteste insérer peu importe quelle ethnie, quelle religion, c'est comme si les gens se disaient, bon, clairement, les Juifs sont en contrôle de toutes les banques, toutes les institutions, et clairement, ils font avancer leurs propres intérêts. Sauf que je déteste plus les Noirs et les musulmans que les Juifs. Et il y a une espèce de très curieux respect de l'État d'Israël. Alors qu'ils détestent les Juifs. C'était dans le sens où je pense qu'ils perçoivent Israël comme étant une nation qui s'affirme, qui affirme je dirais pas une pureté ethnique, parce que c'est pas vrai, mais qui affirme sa religion. Oui, mais ça va à l'encontre. Enfin, voilà, ça veut dire qu'on a, en fait, aux États-Unis, on a une liberté de parole qui est totale et qui n'est pas, par exemple, ce qu'on peut connaître, moi, de mon expérience. Voilà, et ce qu'on peut par exemple connaître en France, par exemple, il y a les lois qui condamnent les discours haineux, les négationnismes, discours haineux, etc. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et aux États-Unis, on peut avoir des gens qui disent les Juifs, retournez chez vous. Mais d'un autre côté, ces personnes-là vont fréquenter. On a eu plusieurs fois des cas de terrorisme,
complot, comment on va appeler ça, d'alliance entre des partis néo-nazis et des groupes salafistes aux États-Unis pour fomenter des attentats contre des synagogues, mais parce qu'on est dans encore une fois, un paradoxe en train de dire les Juifs rentrez chez vous, mais d'un autre côté, alors chez nous, c'est où ? C'est les États-Unis, c'est Israël, mais alors dans ce cas-là, Israël, c'est la cible des groupes salafistes. Et ça a toujours été un paradoxe, même dans les hautes sphères du pouvoir américain, c'est de dire quel est le sens en fait de ce soutien-là ? Est-ce que le soutien, pour vrai, est-ce que ce soutien est sain ? Est-ce qu'on a un soutien finalement moral, ou alors c'est un soutien d'intérêt économique, politique et militaire ? Évidemment, en géopolitique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait résumer la relation entre les États-Unis et Israël comme une amitié d'intérêt économique et politique, plus que d'intérêt, plus que de dire les Juifs ont le droit à leur terre au Moyen-Orient. C'est plus compliqué que ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir peut-être que justement, si les chrétiens évangéliques se perçoivent ou en grande partie comme des chrétiens sionistes, faut pas voir non plus ces gens-là comme étant un bloc monolithique. Et même chose pour les Juifs, en fait, parce que les Juifs de partout dans le monde, il y a beaucoup de Juifs qui se disent anti-sionistes aussi, du fait que, notamment chez les Haredim... Il n'y a pas beaucoup, ça représente une partie de la population. Chez les Haredim, quand même... Mais pas anti-sionistes, mais peu enclin à se considérer comme sionistes. C'est-à-dire, il n'y a pas de rejet du sionisme, mais il n'y a pas de réappropriation personnelle du sionisme. Si on le voit par exemple avec Bernie Sanders n'est profondément pas sioniste pour lui-même. C'est ça. Mais en fait, Bernie Sanders est plus critique envers les politiques d'Israël. Voilà, mais pas anti-sioniste, c'est ça. Non, mais le discours chez quand même beaucoup de Juifs orthodoxes, c'est que en fait, Israël n'aurait pas la légitimité biblique en fait de créer un État en fait. Donc ils reconnaissent pas l'État actuel d'Israël comme étant un État. Puis vous êtes-vous intéressé un peu juif. Parce que je sais que des fois je suis ça un petit peu des sondages d'opinion auprès des Juifs américains, puis on voit vraiment que surtout chez les plus jeunes, mais on voit vraiment qu'il y a une certaine distanciation. On parlait, puis justement comme tu disais, pas antisioniste, mais une distanciation définitive de se dire juif américain, américain juif, qui pas forcément avec un attrait pour Israël pour aller sur les plages de Tel Aviv peut-être, mais effectivement il y a mais qui ne cautionne pas les mais ça pourrait être éventuellement, je pense, quand même intéressant, puis amener un certain si on voit dans le futur, imaginons que par le plus grand des hasards, Joe Biden abandonne et que Bernie Sanders décide de continuer. Je pense que Joe Biden va perdre. Mais vas-y. On peut imaginer. On est le 2 mai. Moi, je pense qu'il va perdre. Je pense que on pourra discuter de ça sur ce sujet qui est passionnant. Mais Bernie Sanders est foncièrement... Alors là, on parlait des inimitiés avec Benjamin Netanyahu. Là, il faut absolument pas imaginer un serrage de main très franc entre Bernie Sanders et Netanyahu. En revanche, Bernie Sanders se retrouve plus du côté de la gauche israélienne et il a discuté avec des représentants d'Avoda et du Parti travailliste. Là, on va avoir après Trump, si Trump perd la prochaine élection présidentielle, on va avoir un glissement de la vision américaine, politique américaine envers le gouvernement israélien, pas envers Israël, mais envers le gouvernement israélien. Est-ce que tu disais parce que je pense qu'effectivement c'est vraiment la différence. Les jeunes juifs ou ceux qui se considèrent comme juifs aux États-Unis disent je suis fier d'être américain, je suis fier d'être juif. Israël, c'est bien, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est l'antisémitisme aux États-Unis. Mais Israël, il y a les juifs israéliens ou les autres non-juifs israéliens. Mais je pense qu'avec le temps, Israël va gagner en autonomie financière, ce qui est déjà le cas de toute façon. Depuis les 10 dernières années. Et ça va être un balancier, c'est-à-dire que le soutien américain va être de moins en moins nécessaire. Malgré tout, diplomatiquement, Israël a besoin des États-Unis pour mais certains les États-Unis veto. ont aussi besoin d'Israël. Bien sûr. C'est ça, en fait, c'est qu'Israël, au plan logistique, au plan stratégique, en fait, vend ses technologies militaires stratégiques d'intelligence en Europe. Israël a une industrie incroyable là-dessus. C'est la 10e puissance militaire au monde. Quand même. 16e. 16e, selon... Ah oui, intéressamment, en fait, j'avais soulevé ça intéressamment.
Israël. C'est un mot, intéressamment. Intéressamment. De manière intéressante. Fait intéressant. En fait, Israël, l'armée israélienne serait au 16e rang, selon. Il me semblait que c'était en 2012, mais t'as sûrement. En 2019, en fait, parce qu'ils ont glissé. Ils étaient en 10e position, ils sont rendus en 16e position et l'Iran est rendu en 14e position. Donc, l'Iran, qu'on sait. Mais comment on mesure l'efficacité militaire? Là, on mesure au niveau de la puissance militaire, mais au niveau de l'efficacité militaire, si on parle de technologie, si on compare un drone israélien qui a été à la base créé, dont les processeurs ont été créés en Israël, et un drone iranien dont les processeurs ont été créés en Iran. C'est clair. Donc, c'est selon les chiffres de Global Firepower, GFP. Magnifique. Donc, en fait, je me rappelle d'avoir vu cette nouvelle-là sortir au début 2019 et quand même... Quelqu'un s'est fait à jour. Mais quelques politiciens, quand même, s'étaient inquiétés parce qu'ils disaient, c'est correct, Israël en 16e, c'est quand même pas si mal. Il y a quand même eu un glissement, mais c'est surtout de voir l'Iran 2 positions plus haut. Donc, en même temps, ça donne aussi la légitimité de dire faites attention avec l'Iran. Vous ne pouvez pas dealer avec l'Iran parce que, regardez... Je pense que il y a plusieurs... C'est vrai, t'as raison. Il y a c'est ce qu'on appelle un pic éphémère. Je pense que l'Iran a dû décupler, parce que l'Iran est en crise économique et financière depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, juste très rapidement, les États-Unis récemment ont annoncé qu'ils feraient des sanctions économiques contre quiconque achèterait du pétrole iranien. Je pense que c'est énorme, mais dans le sens où si ça se produit et que les États-Unis réussissent, l'Iran est à terre. Oui, mais ça sera dramatique parce que l'Iran aujourd'hui, alors c'est encore un autre sujet, mais l'Iran à terre aujourd'hui, c'est laisser place au fondamentalisme sunnite en Iran, et ce qui est pas non plus dans le meilleur intérêt des chiites en Iran. Si, mais justement, là on a vu de plus en plus en Irak. On a eu en Iran des attentats, ce qui n'avait pas des attentats revendiqués par Daesh, ou en tout cas des cellules de Daesh en Iran, ce qui était une première depuis des décennies, si ce n'est peut-être la révolution depuis la révolution iranienne. Il y a quand même un avantage à garder un Iran quand même assez fort dans la région. On peut parler avec les Américains, parlent avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Si l'Iran tombe, si la puissance chiite tombe, on connaît cette puissance-là, on sait dealer avec elle. Mais si on va assister à une déstabilisation de la société civile iranienne qui n'est pas dans l'intérêt de personne, en fait, ni des Iraniens qui n'y sont pour rien de l'activité de leurs dirigeants. Eux semblent perpétuellement victimes et ni pour Israël, parce que finalement, on vit une guerre froide entre l'Iran et Israël et un conflit entre l'Arabie Saoudite. Voilà, exactement. Mais donc l'Iran à terre, donc ces nouvelles sanctions, si l'Iran est à terre, c'est un drame pour tout le monde. Maintenant, le fait que la puissance militaire iranienne s'explique aussi par le fait qu'elle a dû décupler ses finances, le financement de son armée, pour aider et financer les milices de Hezbollah en libanais chiites en Syrie. Donc il a fallu accentuer la présence en Syrie, accentuer la présence au Yémen, ou en tout cas financer certains rebelles houthistes au Yémen. Je pense que c'est un pic éphémère du besoin iranien, sécuritaire iranien, surtout pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Là, on a récemment eu un drone qui a survolé comment on appelle ça, un porte-avions américain dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Pas de détroit d'Ormuz, oui, c'est ça. Dans le golfe Persique. C'est un petit avion en papier. Non, et c'était des images en haute définition. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Il s'est approché. On voyait des soldats américains des employés américains sur le porte-avions. Ce que je veux dire, c'est que ce que fait Trump et ce qui résume le problème de Trump, le problème d'Israël avec Trump, c'est que Trump ne réalise des actes que sur le moment et sans vision pour le long terme. Et il semble très influencé par celui avec la moustache de Morse, John Bolton, qui conseille la sécurité nationale, et qui, lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile, j'essaie de le faire dans ma tête un peu, mais de donner une étiquette à Donald Trump, c'est-à-dire ceci est sa vision politique. John Bolton, c'est un néoconservateur de l'ère Bush, et à travers ses prises de position, c'est très clair que c'est un néoconservateur. Mais moi, je lance un défi à tous les juristes et internationalistes, c'est définissez la doctrine
doctrine trumpienne. On a défini la doctrine Obama, ce qui a existé, mais aller définir la doctrine internationale trumpienne pour les générations suivantes de juristes qui vont venir, bon courage, parce que là, pour l'instant, je ne saurais pas lire et je ne suis pas un spécialiste. Mais... C'est comme la théorie du chaos, c'est magnifique. J'aimerais, il nous reste une dizaine de minutes. Récemment, la primaire démocrate est on. Bernie Sanders a gagné. Pour être Joe Biden, je l'ai vu qu'il l'aime. Non, mais je rigole. Sauf que, fait intéressant, il y a eu la conférence AIPAC relativement récemment. Et parmi les gens qui sont candidats à la primaire démocrate, littéralement tout le monde a fait et s'est affiché en disant « Je n'irai pas à cette conférence ». Alors que en 2016 ou 2015, Clinton était allé, Trump est allé et tout le monde était allé, puis le fait que Bernie Sanders soit resté à l'extérieur, ça n'a pas nécessairement été remarqué. Sauf que moi, ce que j'aime tranquillement, c'est l'espèce d'aspect constructiviste de sa politique, c'est que ça devient une norme auprès des démocrates de se dire je vais me distancer des éléments les plus, en guillemets, radicaux pro-israéliens aux États-Unis. Donc, là, je vous lance la balle, mais j'ai quand même l'impression, surtout avec des voix au sein du Parti démocrate, surtout des femmes de couleur plus jeunes. Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rachid Tlaib, je pense, qui sont... Il y en a une là-dedans qui est réfugiée somalienne, une qui est palestinienne. Je pense que s'il continue à mettre de l'avant des idées, parce que je pense pas qu'il y ait un questionnement réel vraiment de quel genre de support on apporte à Israël, mais avec les Bernie Sanders, avec ces gens-là, est-ce que c'est possible qu'il y ait une relativisation de l'aide américaine éventuellement envers Israël et qu'on se distance un peu en disant écoutez, c'est vos affaires et on n'a pas nous à payer, à cautionner systématiquement et en guillemets à avoir à souffrir les conséquences diplomatiques d'un soutien qui est inconditionnel à Israël. Mais je pense qu'il faut quand même faire une distinction parce que peut-être que ces candidats-là veulent plus se distancer du concept de lobby versus se distancer du cautionnement inconditionnel américain envers Israël. Parce qu'ils peuvent ne pas être contre Israël, mais être contre le fait que peut-être que l'AIPAC ait trop d'influence sur la politique américaine. Je pense que Ilhan Omar, justement, c'est ce qu'elle disait. C'est quand elle a tweeté... Ça a été hallucinant, AIPAC, incroyable. Oui, elle s'est fait traiter de tous les noms et tout. Puis, mais en fait, on ne sait pas nécessairement c'est quoi sa position sur Israël, mais on sait qu'elle est contre ce lobby-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que la distanciation est plus du fait de se distancer des éléments proches de Trump à l'AIPAC et de ne pas apparaître dans un même forum que Trump en se disant finalement on suit la doctrine Trump ou en tout cas les décisions qu'il prend à l'égard d'Israël. C'est vrai qu'il y a une apparition de ce qu'on pourrait appeler une frange plus radicale de la gauche américaine, même si on peut relativiser le terme de gauche américaine, on veut dire centre droit français. Voilà, exactement. En relativisant tout, mais finalement c'est une nouveauté. De droite, mais c'est une nouveauté dans le paysage politique américain. Ce que Sanders n'avait pas réussi à faire à la dernière élection, il est en train de réussir son pari. Il est en train de placer des pions. Les personnalités qu'on a citées sont fondamentalement nouvelles et nécessaires pour le combat de Sanders et pour le mouvement qu'il représente. Maintenant, c'est vrai que la vieille, entre guillemets, diplomatie américaine de tout pour Israël et on réfléchit ensuite. Ce que représentaient les PAC, c'est pour ça que je pense que personnellement les PAC n'est pas forcément une bonne chose pour Israël parce que ça cristallise ces éléments-là de dire finalement vous avez vu c'est l'objectif d'Israël d'avoir ce genre de choses. Rapidement, puis d'ailleurs ça, si vous nous écoutez le nom de l'article m'échappe. John Mearsheimer et Stephen Walt en 2000 écrivez-le comme vous pensez, ça va tomber. Je pense qu'il y a personne qui écrit son nom correctement la première fois. Mearsheimer. Mearsheimer, voilà. Pour 15 $. Donc, voilà. 60 pages d'articles très intéressants. Mais ceci étant dit, donc, ces deux-là ont écrit en 2006-2007 un article sur l'influence. Puis justement, ils font à peu près 5 pages de disclaimer en disant écoutez, on parle pas de. Bien sûr. on se laisse pas le jeu. Mais c'est intéressant, c'est que ils disent oui, AIPAC, mais AIPAC n'est pas le seul lobby, en guillemets,
juifs / pro-Israël qu'il y a aux États-Unis. Puis il y a un paquet de lobbies qui sont beaucoup plus modérés. Mais il y a des groupes socialistes juifs proches de Sanders. Voilà. Puis ce qui est franchement intéressant, c'est que justement le fait qu'AIPAC prenne tellement de place. C'est ça. Et ça ne représente pas ce que tu disais, les nouveaux, entre guillemets, les jeunes juifs qui ne se représentent pas dans les PAC. Voilà, exact. Donc ça va être, en tout cas, moi je lance ceci out there, mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, puis je sais que c'est absolument zéro scientifique, mais j'ai quand même foi un petit peu en cette méthode d'aller voir, par exemple, New York Times, puis regarder un article qui parle de Netanyahou, puis regarder, c'est con, mais les commentaires, à quel point ils sont négatifs à son endroit et à quel point, tu sais, puis c'est pas scientifique du tout, mais tu sais, quand t'as quand même un commentaire où je chie sur Netanyahou et tu dis que c'est les riches liberals de New York, puis t'as 3000 likes dessus, c'est quand même pas anodin comme phénomène. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Ça, je pense que les Américains voient une distanciation puis se disent de manière tout à fait juste, je pense, comment se fait-il que les citoyens américains qui n'ont pas de système de santé universel, qui ont un filet social de merde, comment se fait-il que nos taxes et nos impôts vont à financer un petit pays qui est au milieu du Moyen-Orient, qui, quand tu regardes la population d'Israël, se porte franchement mieux qu'eux-mêmes. Donc, je pense que là-dessus, il y a peut-être un peu ça. C'est pas des centaines de milliards, mais quand même, je pense que ça peut éventuellement faire un peu réfléchir à cette idée-là de est-ce que l'aide américaine doit être inconditionnelle? Puis ça, c'est Ocasio-Cortez qui l'a dit récemment, qui disait, écoutez, non, mais tu sais, qui disait, est-ce qu'on doit systématiquement supporter Israël alors que nous, par exemple, on dit, vous devez supporter la solution à 2 États. Est-ce qu'on le fait systématiquement? Elle a dit, je pense que la réponse, c'est non, puis qu'on devrait pas le faire. T'sais. Fait que je pense que là-dessus... Je pense que finalement, la position de Cortez là-dessus est une position de toute façon nouvelle dans le paysage américain et relativement, je pense que plutôt saine pour les relations avec Israël. Parce que justement, le fait de diminuer finalement ce qu'on considère comme une influence forte, qui n'est pas si forte que ça, de l'EPAC, c'est beaucoup de médias à l'EPAC, mais diminuer son influence au profit d'un regard et d'une diplomatie critique des États-Unis envers Israël, assainirait en tout cas rendrait plus sain les relations entre Israël, la population américaine et Israël. Mais c'est vrai que je pense que de toute façon après on va voir en 2020 ce qui va se passer, mais si ce n'est pas Bernie Sanders, il y aura autre chose, mais avec des éléments d'une nouvelle gauche américaine au Congrès, et ça va être intéressant parce que la gauche, ce qu'on pourrait considérer comme la gauche américaine, peut être un atout pour Israël. Après le nouveau mandat de Netanyahou. Voilà. C'est clair. Mais pour poursuivre sur Netanyahou, justement, en fait, en 2015, il a fait adopter un budget pour le lobby anti-BDS, boycott des investissements et sanctions. Ouais. Et donc, il y a quand même eu des fruits portés à ça parce que depuis, justement, en fait, il y a le Canada, les États-Unis, Grande-Bretagne et la France. Trudeau était sorti contre, justement, entre autres. Qui ont pénalisé le mouvement BDS. Et puis, c'est ça, il y a de plus en plus de pays. On a vu avec l'affaire Finkielkraut en France. En fait, t'aimes le nom? C'est très drôle. À quel point, justement, en fait, de plus en plus, le concept d'antisémitisme inclut... En fait, l'antisionisme inclut... c'est l'inverse. C'est-à-dire que le concept d'antisémitisme inclut l'antisionisme à l'intérieur. Voilà, donc, à partir du moment où tu critiques Israël, tu pourrais être pénalisé pour antisémitisme. C'est franchement intéressant. Je vais vous donner un exemple texto de ça, puis de mine de rien. Écoutez, si vous voulez donner de l'air à des conspirations, ça, c'en est une qui est vraiment tragique, mais c'est une femme au Texas qui travaillait dans une école. Et l'idée était que si elle voulait garder son emploi, un truc comme ça, il fallait qu'elle signe un papier disant je ne critiquerai pas Israël, je ne participerai pas à aucune activité BDS. Et elle, là, je dis ça vraiment de mémoire, je crois que c'était une réfugiée palestinienne, bref. Puis elle disait, moi, c'est incroyable que dans mon pays... C'était dans son contrat, c'est ça? Oui, dans son contrat. Donc, elle avait à choisir entre est-ce que je critique Israël? Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des lois sur la liberté d'expression aux États-Unis. Il y a une cour qui a officiellement invalidé ce principe, parce que c'est quand même hallucinant de dire, écoutez, vous avez le droit d'être radical dans votre vision des choses. L'idée, c'est pas de dire, bon, n'agissez pas sur cette radicalité. Mais tu sais, BDS en soi, puis là, je connais pas de fond en comble, c'est quand même pas un mouvement qui est... C'est quand même pas un mouvement qui est radical et
violent. Un sujet, le fait est que en fait, la problématique de BDS en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est pas tant la relation à la volonté de boycotter. Finalement, si j'ai envie de boycotter n'importe quoi, je le fais. Le problème, c'est que boycott des investissements sanctions a été fondé par Omar Barghouti. Et Omar Barghouti est un proche du Hamas. Qui vient de se faire nier son entrée aux États-Unis. Voilà, est un proche du Hamas, est un proche de certains milieux qu'on pourrait considérer comme plutôt radicaux. C'est pas tant. Et le problème en France, et la situation en France que je connais très bien par rapport là au BDS et aux actions de BDS, c'est que BDS a des tendances franchement, et on le voit sur leur site web, a des tendances franchement antisémites dans leurs actions. Évidemment que la critique, et on l'a vu, il y a des groupes même au sein de la politique française qui critiquent Israël, et critiquons Israël, c'est ça. Mais BDS, en France, en tout cas, et je ne me prononcerai pas au Canada, je ne sais pas, mais en France et en Europe, a des positions franchement antisémites et de proximité claire avec des éléments radicaux palestiniens, mais pas que, de frères musulmans, avec la Turquie. Alors qu'il pourrait avoir des critiques qui sont tout à fait légitimes. Et on pourrait parler pendant des heures aussi des actions bénéfiques de BDS pour les Palestiniens. BDS demande à boycotter des produits qui sont créés même pas dans les colonies. Il y a